Animation chirurgicale à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Et je suis assez content de voir qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes avec le topo qui vient d'être présenté et que finalement, même si on n'a pas la même spécialité, on a à peu près les mêmes idées sur le sujet. Parce que la question qui m'était posée, c'était l'ischémie digestive. Alors l'ischémie digestive en réanimation, c'est un sujet difficile puisque en fait, il y a plusieurs ischémies digestives possibles, qu'elles touchent le tronc cœliaque, qu'elles touchent l'artère mésentérique supérieure, inférieure, ou même les artères rectales. Eh bien, il peut y avoir un grand nombre de pathologies différentes sur leur ischémie et qui ont des épidémiologies qui sont très différentes. Donc sur la population générale, si l'ischémie mésentérique aiguë a une prévalence qui est plus importante que les autres ischémies, elle est aussi greffée d'une mortalité qui est nettement plus importante que l'ischémie colique, qui a une mortalité de 12%. On parle de la population générale avec des grades qui sont faibles, probablement moins évolués que ce qui a été présenté précédemment. Assez peu de littérature sur la prévalence de l'ischémie gastro-duodénale ou rectale, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en fonction de chaque type, il y a aussi des étiologies qui sont, elles aussi, très variables, avec des traitements chirurgicaux et médicaux qui peuvent varier en fonction des étiologies. Donc en fait, un grand sac avec beaucoup de pathologies différentes, et donc des difficultés à savoir les analyser, les comprendre et les traiter de façon adaptée. Elles ont cependant un avantage, c'est qu'elles ont plutôt une physiopathologie qui est assez semblable, à partir d'une trentaine de minutes avec une défaillance d'apport par rapport à la demande en oxygène des tissus, c'est-à-dire ce qui est considéré comme de l'ischémie, un début d'ischémie, eh bien, il y a une hypoperfusion qui arrive. Il y a, comme on l'a vu précédemment, une atteinte première à la partie de l'épithélium. Cet épithélium va s'altérer, perdre sa perméabilité et aboutir à une translocation bactérienne qui va générer de l'inflammation. Cette inflammation va majorer les besoins du tissu en oxygène, modifier la vascularisation locale et aboutir à un cercle négatif avec une hypoperfusion qui va se majorer. Cette hypoperfusion va aboutir à une ischémie aiguë, c'est plutôt le stade 2 qui a été décrit précédemment, et évoluer en l'absence de traitement vers la nécrose, le stade 3, avec l'irréversibilité qui a été décrite, une défaillance multiviscérale et le décès de ces patients. On comprend donc qu'il est très important de jouer contre le temps, puisque le traitement chirurgical grève le pronostic de ces patients. Et malheureusement, ce qui déclenche la chirurgie, bien effectivement, c'est le diagnostic qui est fait en réanimation. Et donc, le délai entre les symptômes et le diagnostic est un facteur indépendant de mortalité qui est retrouvé dans la littérature. Pourquoi ? Parce que mettre trop tôt ces patients en bloc opératoire, c'est les exposer à une laparotomie non utile avec des complications éventuelles par la suite. Mais les mettre trop tard, et c'est surtout ça le risque, c'est les faire évoluer vers un état de défaillance multiviscérale et ne plus pouvoir rattraper ces défaillances. Qu'en est-il de l'épidémiologie de réanimation ? Eh bien, la mortalité est aux alentours de 50 bits à 80% en fonction des séries retrouvées. Ça concerne tout type de patients. On va pas mal parler des patients chirurgicaux, parce que c'est le centre d'intérêt, mais il y a beaucoup de patients médicaux. Elle est sous-évaluée puisque peu de rectosigmostopies retrouvent une atteinte de grade 1, et la forme non occlusive est la forme la plus représentée en réanimation. On l'a déjà dit, en absence de traitement, eh bien, on avance vers une mortalité qui est aux alentours de 100%, ce qui confirme la gravité extrême de ces patients et la nécessité de diagnostiquer précocement ces ischémies digestives. Alors on a déjà un petit peu parlé, la douleur. La douleur, c'est vraiment le symptôme maître qui permet de penser à ce diagnostic. Elle est brutale, rapidement progressive tout au moins, résistant au palier 2, et malheureusement, elle est très peu spécifique. Douleur abdominale, on peut avoir plein d'étiologies différentes, et ça ne conduit pas forcément vers le diagnostic d'ischémie digestive. Mais surtout, en réanimation, les patients sont sédatés, intubés et ventilés, et ne peuvent absolument pas décrire ces douleurs abdominales qui sont le symptôme maître et qui sont présents dans 100% des ischémies digestives. Donc en pratique, c'est peu utilisable, sauf chez le malade qui est réveillé et ne décrit pas de douleur. Celui-là, on est sûr qu'il n'a pas d'ischémie digestive.
La palpation abdominale, elle est à la phase initiale, en tous les cas, faussement rassurante. Les vomissements, les diarrhées, à l'exception des diarrhées précoces qui ont déjà été détaillées précédemment, les hémorragies digestives, tout ça, ce n'est pas des bons signes cliniques qui permettent de faire le diagnostic de ces ischémies digestives. Il y a d'autres choses qui ont été étudiées, les résidus gastriques, la variation du périmètre abdominal, les pressions intravéhicales, tout ça, pas de valeur prédictive, en tout cas pas utilisable en pratique clinique. Et puis cet abdomen, il va devenir inquiétant à la phase tardive, c'est-à-dire déjà au niveau des stades 3, ce qu'a déjà été dit dans le topo précédent. Donc, la clinique ne peut pas vraiment nous aider pour le diagnostic des ischémies digestives. Donc, beaucoup de travaux ont été réalisés sur les dosages biologiques que l'on peut réaliser. Toute une liste très exhaustive qui est sur la partie gauche de la diapo. Je ne vais pas tous les détailler, mais ce n'est pas des marqueurs spécifiques intéressants et aucun d'entre eux n'a pu être utile pour le diagnostic des ischémies digestives. On parle beaucoup des lactates, on en a parlé précédemment. Bien, ces lactates, ils sont effectivement augmentés, mais ils sont augmentés de façon aspécifique. On sait très bien que chez ces patients souvent en état de défaillance multiviscérale, on sait qu'ils sont augmentés, c'est un signe de gravité, mais ils ne permettent pas de différencier si l'atteinte est digestive initiale ou non. D'autant plus que la phase initiale, c'est-à-dire les 4 à 6 premières heures, il y a une production lactate qui est réalisée par l'ischémie digestive, mais elle est métabolisée par un foie qui, quand il est performant, masque l'hyperlactatémie transitoire pendant la phase initiale. Il y a une série un peu récente qui s'est intéressée aux ischémies mésentériques qui arrivent aux urgences. Ils ont retrouvé que l'hyperlactatémie n'était pas présente dans 48% de ces malades-là qui, secondairement, étaient quand même opérés. Ce qui nous fait un peu penser à la pièce de savoir que l'utilité de ce test biologique, en tout cas pour ces patients-là, n'est pas très intéressant. Quand ces lactates montent, c'est donc le témoin de la gravité de l'atteinte. Il est finalement trop tard pour pouvoir bien diagnostiquer précocement ces pathologies. D'autres lactates ont été étudiés. C'est le délactate. Alors le délactate, c'est issu de la fermentation bactérienne. Ce n'est pas du tout un lactate humain, qui va être relargué dans la circulation portale à partir de la perte de la perméabilité de l'épithélium, avec une sensibilité, une spécificité qui varie en fonction du cut-off qu'on lui donne, mais qui globalement dans la littérature apporte un niveau de preuve plutôt bas avec des petites séries, et qui surtout est pour l'instant techniquement non utilisable dans les laboratoires communs. Et donc on ne peut pas vraiment l'utiliser au quotidien pour le diagnostic des ischémies mésentériques, digestives. Alors après, on s'est plutôt intéressé, ce sera la fin du catalogue à la fin de cette diapositive, c'est tout ce qui est relargué dans la circulation vasculaire digestive. La citrulline qui est, c'est que des enzymes ou des protéines qui sont présentes dans le tissu digestif. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bonne sensibilité, pas de bon air sur la courbe, et qu'aucun de ces marqueurs n'a pu être utilisé pour le diagnostic. La PCT avec beaucoup de facteurs confondants qu'on connaît bien en réanimation, et le SM22 qui pourrait être prometteur, mais qui en fait techniquement est très difficile à doser, donc non utilisable. Pour finir, la partie biologie, s'il y a une seule protéine qu'il faut retenir, c'est bien celle-là, la fatty acid binding protein. C'est une protéine qui est présente dans le cytosol de nombreuses cellules, que ce soit le foie, la bile, mais surtout l'intestin, et c'est celle-là qui va nous intéresser, puisque quand on la dose dans le sang et qu'on regarde l'évolution et l'augmentation dans le sang et dans le sérum, elle obtient des sensibilités et spécificités qui sont un peu plus intéressantes, avec une AUC, une aire sur la courbe qui est autour de 0,86 et qui en fait le meilleur test biologique qu'on peut avoir actuellement. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on le dose dans les urines. Pourquoi ? Parce que ça permet d'augmenter la sensibilité et la spécificité. Il faut savoir qu'il faut environ entre 30 à 60 minutes avant que cette protéine passe du sang dans les urines. Et donc on pourrait avoir là un beau marqueur de l'ischémie digestive. Cependant, il y a quand même beaucoup de conditions pour pouvoir y accéder. La première, c'est qu'il faut conserver une diurèse spontanée, ce qui n'est pas toujours le cas chez ces patients de réanimation. La deuxième, c'est que ce dosage doit se développer de façon courante dans nos laboratoires. Et qu'enfin, il faut qu'il y ait encore un peu plus de littérature sur ce dosage. Mais s'il y en a un à retenir, c'est celui-là. On comprend donc que la biologie ne va pas beaucoup nous aider pour le diagnostic de ces ischémies digestives, et on comprend bien que l'imagerie de la pierre angulaire
de ce diagnostic. Alors, quand on est réanimateur, on est très content parce qu'il y a des échographes dans toutes les unités. C'est donc un moyen extrêmement facile et accessible pour essayer de diagnostiquer ces ischémies. On va rechercher un épaississement de la paroi qui est très difficile à réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a des interpositions de matière et de gaz qui limitent la diffusion des ultrasons. Et on peut identifier une seule artère, qui est l'artère mésentérique supérieure. Et encore ça, c'est dans 80% des cas. En gros, cette échographie, même si on la réalise, on finira toujours par faire un scanner parce qu'on sait qu'on ne sera jamais dans des zones de confort et de confirmation diagnostique. Et donc ce scanner, c'est effectivement sans surprise la pierre angulaire du diagnostic de l'ischémie mésentérique. On va rechercher des diminutions du diamètre de l'épaisseur de la paroi. On va rechercher des hyperdensités spontanées, de la dilatation, de la pneumatose, bref, plein de signes radiologiques. Et quand on étudie ces signes radiologiques, on a des sensibilités et spécificités qui explosent tous les autres tests qu'on a pu voir avant. Et donc ça en fait l'examen de référence. D'autant plus que cet examen il permet aussi de confirmer la temporalité et la viabilité du tissu qui reste en fonction des rehaussements, comme vous pouvez le voir sur les diverses photos de la diapositive. Et enfin, le troisième et dernier avantage du scanner, c'est qu'il permet de donner, en tout cas d'orienter vers l'étiologie de l'ischémie digestive, avec éventuellement le geste vasculaire qui pourrait accompagner la résection digestive ou le traitement médical en fonction des étiologies. Donc on l'a bien compris, le scanner, très bon examen pour le diagnostic de l'ischémie digestive, mais il y a quand même quelques réserves. Les réserves, c'est qu'il faut des acquisitions qui sont multiples, c'est-à-dire un temps injecté précoce, tardif, très tardif, et surtout avec des protocoles en fonction des services de radiologie pour avoir une acquisition qui soit de bonne qualité. Et cette acquisition, pour qu'elle soit de bonne qualité, il faut que la demande soit bien faite. Alors on retombe sur des choses un peu basiques, mais en fait, quand on recherche un foyer septique plutôt qu'une ischémie mésentérique et qu'on demande ça au radiologue, on perd de 90, on passe à 70% de sensibilité de l'examen. Et donc il faut avoir une orientation vers les bonnes séquences d'injection et d'acquisition. Enfin, ce n'est pas exactement la majorité des patients, des praticiens qui sont présents aujourd'hui, mais dans certaines séries, on retrouve 25% d'erreurs. Alors c'est surtout pour des atteintes de grade 1 sur les formes non occlusives de patients médicaux, donc à la phase initiale. Mais il y a quand même un petit warning pour dire que le scanner n'est pas forcément parfait et que sa valeur prédictive négative, en tout cas à la phase initiale, pourrait être moins bien que celle qu'on pense. Comment faire dans ces cas-là ? Là aussi, pas de surprise, l'endoscopie. Pourquoi l'endoscopie ? C'est accessible. Pour nous, c'est une donnée importante que ce soit pratique, puisque ces malades sont parfois impossibles à transporter au scanner, et qui permet de rétablir la valeur prédictive négative qui a été un peu perdue avec le scanner. Donc le combo entre les deux peut sembler être quelque chose d'intéressant pour avoir un très bon résultat sur le diagnostic. Cependant, cette endoscopie, effectivement, on a parlé de la préparation tout à l'heure, mais quoi qu'il arrive, ce sera une faible étendue de tissu digestif qui sera explorée. On ne peut pas définir l'atteinte transmurale, en tout cas de pas façon aussi parfaite que le scanner. Elle est soumise à quelques risques de perforation qui finalement sont assez faibles. Qu'est-ce qu'on va rechercher en endoscopie ? C'était exactement la classification qui a été présentée précédemment, avec juste initialement une atteinte du mucosa, puis de la muscularis. Et donc, comme on l'a dit précédemment, une réversibilité qui s'obtient à partir du stade 1-2 et qu'on peut perdre à partir du stade 3 avec là une résection digestive qui devient obligatoire. D'où l'idée de les faire précocement. Alors comment faire en pratique ? En pratique, chez ces patients de réanimation, il faut savoir rapidement les cibler, avoir un trigger clinique très précoce qui va se fixer sur plusieurs choses. Alors on a parlé, l'état de défaillance multiviscérale, c'est vraiment ce qui ressort de toutes les études. La cinétique, un état de choc avec une amélioration initiale puis une dégradation secondaire. L'apparition de diarrhée très précoce après le bloc opératoire de chirurgie vasculaire. Les patients qui ont de grosses nécessités de vasopresseurs et en particulier l'argipressine qui revient un petit peu à la mode en ce moment. Une alimentation parentérale a été montrée comme un facteur de risque quand elle est à haute dose. L'hypovolémie, l'insuffisance cardiaque par défaut d'éjection du ventricule gauche. Et puis la fibrillation, ça c'est plus pour les phénomènes emboliques, qui est un facteur de risque.
Une fois qu'on a rapidement identifié ces patients, il faut rapidement déclencher les examens complémentaires. Pourquoi ? Parce que plus le temps avance, plus les lésions vont être irréversibles, et plus le temps avance, plus les examens vont être simples, et plus les diagnostics vont être confirmés. Il faut donc penser à cette rigueur clinique pour essayer d'arriver le plus précocement et se poser la question des examens complémentaires. Il y a quelques séries qui permettent d'aider un peu sur l'indication de la laparotomie chez ces patients de réanimation. Un score qui est basé, enfin plutôt des facteurs qui sont identifiés, qui sont une hyperlactatémie, une défaillance d'organes qui est vraiment la clé de voûte de tous ces scores qui ont été élaborés, et puis une dilatation intestinale au scanner de plus de 2 cm. Quand on a 2 de ces facteurs-là, on a 90% quasiment de risque d'avoir une résection digestive avec une AUC qui est à 0,93 avec une très bonne utilité en pratique clinique. 2 situations qui concernent plus nos patients de l'Arcotova. Une étude qui montre une évaluation du risque d'ischémie mésentérique aiguë en post-op de chirurgie cardiaque. Les facteurs de risque identifiés, c'est le pontage aortocoronarien, la transfusion de plus de 2 kg en père-opératoire, chacun donnant 1 point pour ce score. Une défaillance hépatique avec un score avec un ASAT supérieur à 100 unités qui lui va donner 2 points, et surtout un état de défaillance multiviscérale avec un score STAPS2 supérieur à 50. En fonction de ça, on a différents points, et en fonction de ces scores-là, on a un risque d'ischémie digestive qui se majore. Et donc on peut aller rapidement vers le scanner, voir le scanner plus l'endoscopie, comme on a pu le détailler précédemment. Dernier petit cas de figure pour la partie pratique au quotidien, la chirurgie aortique, notamment abdominale, une hyperlactatémie, voilà encore, une anémie à J1 post-opératoire, un pH pair-opératoire inférieur à 7,22, et la chirurgie de l'aorte avec des pontages aorto-bifémorales. Dans cette étude, il n'y a pas d'anévrismes qui ont été étudiés, et les temps de clampage non plus n'ont pas été étudiés. Ce qu'on sait, c'est qu'en post-opératoire de ces patients-là, si on fait une rectosigmoïdoscopie de façon systématique, dans 1 cas sur 5, il y a une présence d'ischémie digestive qui n'est pas forcément des grades 3 très évolués, mais qui est présente dans 20% des cas. Et 20% des cas, c'est comme on l'a dit précédemment, dans le côlon sigmoïde, et donc accessible à la rectosigmoïdoscopie. Pour conclure, si la suspicion clinique en dehors de cas un petit peu particuliers permet difficilement d'identifier les facteurs qui vont nous faire le diagnostic de l'ischémie digestive, la biologie semble progresser, mais pour l'instant on n'est pas encore en capacité de l'utiliser au quotidien. Nous, en tant que réanimateurs, il va rapidement falloir s'orienter vers un angioscanner pour vérifier s'il y a des signes de souffrance digestive qui orientent pour la laparotomie. S'il y a une dégradation clinique, on va faire plutôt une rectosigmoïdoscopie. En fonction de l'évaluation, ce qui a été dit précédemment, si c'est une stade 1, on peut temporiser et surveiller, quitte à refaire l'examen. En revanche, si c'est du 2 ou 3, il faut rapidement aller à la laparotomie, notamment s'il y a des défaillances d'organes. Ça concerne les patients généraux et le post-op de chirurgie cardiaque. Et pour ce qui est pour la chirurgie vasculaire, qui est un cas un peu plus spécifique, pareil, la clinique, la biologie ne sont pas encore parfaites. Et donc on recommande, en tout cas nous, dans notre centre, de faire très rapidement des rectosigmoïdoscopies avec une surveillance et la réitération de cet examen en fonction du stade de l'ischémie pour aller le plus rapidement à la laparotomie, d'autant plus que le clampage peut être sus ou sous-mésentérique, et donc ça, il y a toujours une discussion intéressante avec les chirurgiens vasculaires pour savoir dans quel cadre on s'oriente. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je voulais aussi mettre une petite photo pour la belle région dans laquelle on est.